Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année, ce premier Medico Live qui sera consacré, vous verrez, à un sujet d'actualité. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour toutes celles et ceux que je n'ai pas encore eu en direct au téléphone. Donc, j'espère que nous pourrons continuer sur cette belle lancée que nous avons démarrée en 2025, ce qui est aussi l'occasion pour moi de faire un retour sur notre journée du 28 novembre qui s'est déroulée donc à Lyon, où nous avions près de 200 participants, aussi bien des participants Reliance que des prestataires externes, avec un nouveau format, puisque c'était un format hybride. Une partie des participants étaient dans nos locaux à Lyon et une partie en visio. Donc, beaucoup d'idées qui ont été exprimées à travers les ateliers. J'en ferai donc une restitution aux participants donc par écrit. Donc là, la synthèse est prête, a été validée par la direction. Donc, je vous l'adresserai dans les prochains jours. Et puis, nous sommes en train justement de discuter comment nous allons intégrer les différents sujets qui sont montés dans la feuille de route. Donc, nous aurons l'occasion de nous retrouver à nouveau lors d'une prochaine édition sur un rythme qu'on est en train de caler également. Je vous tiendrai informé. En tout cas, merci à toutes et à tous. C'était une journée très riche de rencontres, d'échanges, qui a été particulièrement appréciée également de nos équipes. Donc, on remettra ça très prochainement. Je vais donc lancer officiellement ce webinaire. Ce webinaire donc, est enregistré. Les personnes qui se sont inscrites et qui ne peuvent pas participer en direct ou qui souhaitent le revoir auront accès donc, au replay avec le support de présentation. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, vous voyez en bas de votre écran, vous avez un onglet de chat sur lequel vous pouvez interagir et un onglet plus spécifiquement dédié aux questions. C'est là que je les récupérerai pour ensuite les poser à nos intervenants. Et vous aurez également à la fin du webinaire un petit sondage pour recueillir vos impressions à chaud. Donc, je vais maintenant passer la main à nos intervenants. Donc, nous avons le grand privilège aujourd'hui d'accueillir des invités spéciaux. Donc, William Djadoun, qui est délégué général de la REDOC, et le docteur Bertrand Binet, qui est président du comité médical de la REDOC également, qui sont accompagnés de mon collègue, le docteur Pierre-Alexandre Belmont, qui est depuis le 1er janvier responsable du service médical indemnisation chez Reliance. Il était auparavant donc médecin de siège, vous connaissez déjà, et donc il occupe aujourd'hui cette fonction de responsable du service médical. Et donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, puisque on s'était dit que on pouvait lancer l'année sur ce point qui est revenu assez régulièrement au courant 2025, qui a fait couler un peu d'encre et notamment qui a pu susciter les réactions d'associations que nous connaissons bien, telles que la NADOC, la NADAVI et la NAMEVA, celle donc, du barème du concours médical 2025, qui est une actualisation du barème de 2001. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à nos intervenants de la REDOC, que je remercie une nouvelle fois de participer. Merci Auréliane. Bonjour à tous. Meilleurs vœux également à tous les participants. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'intervenir sur la question du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, donc le barème du concours médical et son actualisation 2025. Une intervention à deux voix médico-juridique. Il s'agira donc pour ma part de revenir sur la conformité de l'outil à ce poste de préjudice qui est le déficit fonctionnel permanent. Pour ce faire, d'abord, un retour sur la définition issue de la nomenclature d'un TIAC de 2005. Il s'agit, je vous en donne lecture, d'indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. On y retrouve les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence. La nomenclature d'un TIAC fait expressément référence à une définition, celle de Trèves, qui est on va le voir, un consensus médico-juridique trouvé dans un colloque européen. Cette définition, c'est la définition de l'AIPP qui comprend encore une fois les trois composantes que l'on retrouve au stade de l'indemnisation du poste de préjudice. Et pour bien apprécier en 2025 l'utilité du barème, il faut faire un peu d'histoire, un petit détour historique pour revenir sur cette notion de trêve.
La notion de trêve, elle est issue d'un congrès qui lui-même faisait suite à une demande d'un député européen, Willy Röttl, qui voulait harmoniser par le biais d'une directive l'évaluation du dommage corporel en Europe. Et il a constitué deux groupes de travail, un groupe de travail de médecins qui a donné lieu à cette définition de l'AIPP, également un groupe de travail juridique qui validait cette définition et qui était chargé, lui, de trouver l'outil d'indemnisation de ce déficit fonctionnel. Cet outil, nous le retrouverons dans le référentiel Mornay quelques années plus tard, qui est aujourd'hui encore appliqué. Cette définition, elle est donc issue de ce consensus et elle réunit trois composantes afin, encore une fois, d'évaluer le retentissement personnel et assurer une égalité de traitement des victimes par cet outil de mesure au sein de l'Union européenne. Ça, c'était la première pierre à l'édifice d'un travail commun en Europe pour une harmonisation de l'évaluation du dommage corporel. La deuxième pierre à l'édifice a été posée par la France, puisqu'en 2001, le barème du concours médical a été actualisé et il reprend la définition de l'AIPP. Donc, le barème du concours médical répond bien à cette définition. Par la suite, ce barème du concours médical, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, a été consacré par les textes. Il a été consacré à la suite de la loi du 4 mars 2002 qui a mis en place un dispositif amiable d'accidents médicaux et surtout a mis en place l'appréciation de critères de gravité. Ces critères de gravité sont appréciés par le barème du concours médical qui a été directement annexé dans le Code de la santé publique. Par la suite, la nomenclature d'un TIAC paraît et les textes sont modifiés afin d'y inclure les acronymes de la nomenclature. C'est ainsi qu'on retrouve les fameux 50% de DFT sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur un an, mais on maintient les 24 points d'AIPP et les 25 pour les infections nosocomiales graves, avec toujours ce même outil. Arrive 2005 avec cette nomenclature qui nous montre bien que l'AIPP, le dommage, est la traduction médico-légale du déficit fonctionnel permanent, le poste de préjudice. Une fois la nomenclature parue, vous le savez, tous les acteurs de la réparation du dommage corporel s'en sont emparés, avec d'abord les magistrats qui ont consacré les définitions issues de la nomenclature, et notamment celle du déficit fonctionnel permanent, en maintenant cette vision globale des trois composantes, sans indemnisation autonome des différentes composantes du déficit fonctionnel permanent. On a eu une série d'arrêts récents, encore en 2021 ou encore 2023, où il était question de l'indemnisation des souffrances morales post-consolidation. Et donc, la Cour de cassation disait que c'était bien inclus au titre du DFP. En 2023, on a un arrêt important, deux arrêts importants de l'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 qui opère un revirement de jurisprudence sur le plan indemnitaire pour nous dire que la rente accident du travail ne répare pas le DFP. L'objectif était certes de clarifier le retentissement personnel et le retentissement professionnel des victimes, mais pour autant, ça a été aussi l'occasion pour la Cour de cassation de maintenir sa vision globale du DFP. Pourquoi ? Vous savez qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, une victime peut prétendre à l'indemnisation de postes de préjudice supplémentaires et notamment les souffrances physiques et morales endurées. Les victimes étaient toujours confrontées à une difficulté devant la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation disait on ne peut pas indemniser en sus des souffrances endurées post-consolidation dès lors que la rente répare le déficit fonctionnel permanent. Eh bien, le revirement opéré permet aujourd'hui d'indemniser les victimes de leurs souffrances endurées post-consolidation, mais en les maintenant au sein d'un déficit fonctionnel permanent, toujours global. Puis, c'est posé la question de savoir que font les juges du fond, les cours d'appel, donc un degré en dessous, celles qui vont apprécier les faits et celles qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore une fois. Sur ce point, vous le savez, on a actualisé la mission en 2023 et comme toutes les actualisations que nous réalisons au sein de la REDOC, on s'assure qu'elles soient bien conformes au droit positif. Nous avons donc réalisé une étude sur les cours d'appel, une étude quantitative et qualitative pour savoir si toutes les cours d'appel appliquaient bien la définition classique du DFP. Eh bien, c'était le cas. On avait une vision globale de l'AIPP, évaluée par l'expert,
une vision globale de l'indemnisation, du poste de préjudice et l'utilisation d'une méthodologie de calcul classique issue du référentiel intercours. C'est depuis longtemps que les cours d'appel sont les premières gardiennes de cette définition. Le 20 juin 2013 déjà, la Cour d'appel de Lyon disait qu'une indemnisation autonome des différents postes conduisait à une dissociation artificielle qui ne rendait en tout état de cause pas compte des conséquences multiples du DFP. Cour d'appel de Caen également. Je vous ai posé quelques arrêts, mais vous aurez les décisions dans le PowerPoint pour vous montrer que c'est sur les 10 dernières années une jurisprudence constante. Ce qui ressort de l'étude jurisprudentielle, c'est certainement l'importance du raisonnement médico-légal de l'expert. C'est le descriptif de l'expert qui permet de déterminer qu'en choisissant un taux, il a bien pris connaissance de l'ensemble des composantes. Cour d'appel de Paris également, on retrouve cette exigence de rigueur, en tout cas la faveur à un rapport d'expertise descriptif et précis pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent. Cour d'appel de Caen, pareil, en 2021, on le voit, l'expert judiciaire, dans son rapport, prend en compte pour l'évaluation à laquelle il a été procédé les différentes composantes du poste en litige, en précisant que le déficit fonctionnel permanent porte sur les troubles de la marche avec une diminution de la mobilité de la hanche, des douleurs fréquentes, un déficit musculaire avec un retentissement psychologique. Cour d'appel de Caen, alors je vous ai évoqué la question de la méthodologie de calcul. Aujourd'hui, on a une méthodologie de calcul au point, un tableau de conversion du pourcentage retenu par l'expert avec un tableau indemnitaire qui permet d'indemniser un DFP en laissant la latitude au magistrat d'adapter son indemnisation. Et aujourd'hui, de nouvelles demandes apparaissent pour une capitalisation du DFP et force est de constater que les magistrats restent sur cette approche classique qui elle-même était issue des réflexions du groupe de travail juridique de Trèves en 2000. Cour d'appel de Grenoble, on cite même directement la définition de Trèves pour montrer qu'il y a bien encore 3 composantes à évaluer par l'expert. Alors en 2025, nous avons également réalisé cette étude, la même étude en faisant une analyse des jurisprudences allant de janvier 2025 à décembre 2025 pour savoir quelle était la tendance des juges du fond. Sur cette étude, 500 décisions sur la base de données doctrine, 500 décisions faisaient référence au DFP et 206 décisions statuaient directement sur ce poste. Bien, la majorité, voire la totalité des décisions appliquent clairement la définition du DFP classique et la majorité d'entre elles motivent expressément la définition du DFP par la reprise de la définition de Trèves. Cour d'appel de Paris, vous le voyez également, c'est toujours une jurisprudence constante. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, je trouve le libellé intéressant, donc je vais vous en donner lecture. Procéder comme il est demandé à la Cour de le faire par M. N reviendrait à valider l'indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanent et par conséquent à procéder à une double indemnisation alors que le poste DFP fait l'objet d'un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur sans perte ni profit. Donc, ce qui ressort, c'est le maintien d'une vision globale du DFP pour éviter ce que communément est appelé un éclatement des composantes du déficit fonctionnel permanent, avec l'importance de la rigueur méthodologique de l'expert qui permet d'asseoir la justification du titre, du taux qu'il a retenu. Et encore une fois, on retrouve ce rejet d'une nouvelle méthodologie d'indemnisation, ce qui cette fois-ci concerne pas totalement l'évaluation de l'AIPP par le barème, mais qui maintient en fait une vision classique du déficit fonctionnel permanent. Cour d'appel de Paris, également, on rejette en considérant que c'est un poste extra-patrimonial qui ne doit pas être indemnisé par capitalisation. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que de cette étude historique, on voit bien que l'AIPP que nous retrouvions dans Trèves a été reprise par le barème, a été reprise par la loi du 4 mars 2002 et a été retrouvée également dans la nomenclature d'un TIAC. Donc, le dénominateur commun entre le barème du concours médical actualisé et déjà en 2001 et ce déficit fonctionnel permanent, c'est bien la définition de l'AIPP de Trèves. Donc, c'est bien la représentation médico-légale du déficit fonctionnel permanent. On voit qu'après la nomenclature, la jurisprudence maintient cette application du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation
clairement strict et fidèle à la définition d'un TIAC. Ce qui apparaît également, c'est que le barème n'est qu'indicatif. Bertrand le soulignera tout à l'heure. Ce qui compte, c'est le raisonnement médico-légal de l'expert à un descriptif précis. On ne peut réduire le travail de l'expert à un simple taux, mais c'est tout le travail qui est fait en amont qui va permettre de justifier ce taux et offrir une indemnisation précise de ce poste de préjudice. C'est l'objet de l'actualisation de la mission et plus précisément du point 14 qui fait lui-même référence à la dernière version du barème du concours médical pour permettre l'évaluation de l'AIPP, d'en justifier les composants. Et c'est sur ce point que je laisse maintenant la parole à Bertrand. Bien, bonjour à tous, merci William. Alors comme tu l'as rappelé, hein, le poste de préjudice, il cherche à indemniser ce préjudice qui découle du dommage. Vous savez que le dommage, c'est ce que nous, les médecins, on évalue, c'est ce qu'on explique dans nos rapports. Alors, ce barème, c'est un outil qui est rédigé par des médecins, pour des médecins. Il n'a pas été prévu pour des juristes. C'est un gage de précision, d'harmonisation, toujours dans cet esprit de trêve, d'aller harmoniser les pratiques. Mais c'est le travail de l'expert qui est important et ça n'est qu'un outil. Tu as rappelé la synthèse et l'historique chronologique. En 2000, la définition de trêve. En 2001, le barème du concours médical. En 2005, la nomenclature d'un TIAC. Et puis, pendant près de 20 ans, cet outil, il nous a servi au quotidien dans nos cabinets avec nos confrères qui font du recours, nos confrères judiciaires. Il a été validé par la pratique, mais malgré tout, il commençait à dater un petit peu. Et c'est dans ce cadre qu'il a été nécessaire de faire une mise à jour. On a l'ancienne version qu'on a tous dans nos cartables et la nouvelle que j'espère que nous avons tous également. Alors pourquoi finalement faire cette évolution? D'abord parce qu'on a une obligation, nous, déontologique, c'est repris dans le Code de santé publique, c'est d'avoir des outils à jour. Il y a eu en 20 ans des modifications sociétales avec des nouveaux faits. On pense notamment aux accidents de masse, aux attentats, et puis une modification de prise en compte de certaines pathologies. On pensera aux troubles de stress post-traumatique probablement, et bien évidemment d'autres. De nouvelles aides techniques, ça peut être le cas des prothèses, mais ça peut être aussi le cas des nouvelles techniques médicales et chirurgicales, des techniques endoscopiques, c'est notamment le cas en gastro-entérologie, on y reviendra. Et puis, il y a des nouvelles classifications de la douleur qui doivent être prises en compte afin de mettre à jour ce barème. Et puis, il y a ce besoin rappelé de description des 3 composantes de l'AIPP, la limitation fonctionnelle, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et l'impact dans la vie de tous les jours. Ce besoin de pédagogie, c'est-à-dire d'explication de notre raisonnement, il apparaît dans la mission, il est bien décrit, et on a ce besoin de description au moment de l'évaluation pour bien expliquer comment on a pris en compte ces 3 composantes, comment on explique nos taux à la fin de nos rapports. Et puis, il y a des évolutions de pratiques professionnelles. Il y a des taux qui, finalement, ne correspondaient plus aux pratiques et qui s'étaient peut-être éloignés. Et on a besoin, et c'est vrai également dans nos autres littératures, de tenir compte de ce qui est fait sur le terrain. Et cette mission qui aboutit à cette demande d'AIPP motivée, expliquée dans ces 3 composantes, elle a une logique. La logique, elle vise à l'individualisation. C'est d'abord d'avoir un bilan situationnel qui nous permet de connaître la victime dans son quotidien, dans ses particularités, d'écouter ses doléances pour savoir ce dont elle se plaint et l'impact dans sa vie quotidienne. Un examen clinique qui est structuré et qui est orienté vers ses difficultés. Bien évidemment, toujours une imputabilité précise. Donc l'AIPP, ça n'est pas quelque chose qui apparaît seul, qui serait délié de la réalité de la victime, mais c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans une réflexion, dans une individualisation, et c'est l'aboutissement du raisonnement de l'expert, et c'est celui-là qui va motiver, et pour ça, il faut un outil qui soit de qualité. Alors, quelle a été la méthode, puisque c'est plus souvent en réalité la méthode qui a été critiquée que le fond? Ce sont des articles qui sont parus entre 2001 et 2024, qui ont été faits par appareil, comme dans le précédent barème. Et ils ont été rédigés par des spécialistes, plusieurs spécialistes, souvent de manière collégiale, dans leurs fonctions,
pour aboutir à des propositions. Ils ont été prévus parus dans la presse et ça permettait, comme c'est la règle dans les articles scientifiques, de recueillir des observations éventuellement à la revue et il n'y en a pas eu, il faut le savoir. Ça a été présenté pour une partie en 2022 à la journée de la Rédoc, donc c'était quelque chose qui était quand même connu, public. Et puis, il y a eu un comité de lecture. Alors effectivement, avec des médecins d'horizons multiples, hein, il y a des médecins spécialistes, il y a des professeurs, il y a des universitaires, il y a des médecins de recours, il y a des médecins judiciaires, mais il faut savoir que certains n'ont pas accepté, hein. Il y a des propositions et il y a des médecins, ceux qui ont accepté de consacrer du temps en réalité à ce travail, et c'est un gros travail. Le comité éditorial, c'est celui qui va procéder à la mise en forme, hein, en vérité. C'est celui de la revue qui permet de mettre en forme les textes, puisque le format article, qui sont donc compilés, ne peuvent pas être collés de manière simple, il faut donc les mettre en forme. Et puis, il y a un préambule qui annonce une version simplifiée qui pourrait venir avec la participation, puisqu'il a été choisi de laisser en fait les textes complets, avec notamment toutes les références bibliographiques pour ceux qui veulent aller plus loin et peut-être plus de détails cliniques quand ça avait été le choix de l'auteur de le proposer. Mais rappelons-le, c'est toujours un barème indicatif, ça n'est qu'un des barèmes d'ailleurs disponibles, ça n'est qu'un outil, ce qui compte, c'est le raisonnement de l'expert et son argumentation. Comment ils sont faits ces chapitres? Souvent, il y a un rappel anatomique, il y a souvent des explications physiologiques, physiopathologiques, il y a de la clinique, de la description clinique, il y a les outils de mesure dont on a vu qu'ils avaient besoin d'être mis à jour, et il y a parfois de l'imputabilité. Ça a été le choix de certains auteurs que dire on ne peut pas délier notre explication de l'imputabilité. C'est parfois critiqué, c'est parfois discutable, mais on rappelle, ce sont des articles de médecins pour des médecins, et ils peuvent donc aussi discuter de ce qui les intéresse, l'imputabilité. Il y a des fourchettes. Des fourchettes, c'est pour permettre aussi à l'expert d'aller grader à l'intérieur de cette fourchette en fonction de l'impact justement ou des douleurs éventuellement. Et il y a cette bibliographie pour ceux qui le souhaitent et pour comprendre. Alors, c'est une évolution en vérité, c'est une mise à jour, ce n'est pas une révolution. Ce qui reste globalement, ce sont les principaux taux de perte de fonction, hein, les fonctions visuelles, etc. Il y a les taux de 25% importants au CCI, notamment ici dans cette intervention, qui globalement ne sont pas modifiés. Mais ce qui change, c'est qu'il y a cette description beaucoup plus précise des trois composantes de l'IPP en fonction de la spécialité. C'est plus ou moins facile d'ailleurs. Il y a un plan qui est modifié avec globalement les mêmes chapitres. Il y a une nouvelle spécialité, la rhumatologie. La rhumatologie n'existait pas. Alors, c'est peut-être moins une difficulté en dommages corporels, ça l'est peut-être plus en vérité en RC médical et en assurance de personnes. Il y a des nouveaux chapitres, le traumatisme crânien de l'enfant qui n'était pas traité. Il y a des échelles d'évaluation, on en a parlé. Il y a surtout des segmentations de taux qui permettent d'éviter les grandes fourchettes, comme c'était le cas notamment en neurologie, où on avait des fourchettes de près de 30% pour une situation clinique. Et là, les auteurs ont proposé quelque chose de plus précis, s'appuyant visiblement aussi sur leur pratique de terrain. Alors, on ne balayera pas aujourd'hui tous les chapitres, hein. On peut voir la neurologie, qui est peut-être le plus éclairant, avec le retentissement dans la vie quotidienne qui est en fait même utilisé comme outil sémiologique. Il y a des exemples cliniques, il y a une gradation précise, on va le montrer. Par exemple, le cognitif qui avait de larges fourchettes est passé de 9 items à 14 items. Et puis, chez les médulaires, une évolution qui est quand même importante, c'est que désormais, on utilise le score ASIA et non plus le score lésionnel, qui était une spécificité française, et donc on s'est rapproché de la classification internationale. Qu'est-ce que ça donne? Je suis désolé pour la lisibilité du document, mais vous allez voir que pour un cérébrolésé qui présente un déficit sensitivo-moteur, vous allez avoir sur la droite des exemples cliniques, bien sûr pas exhaustifs, hein, c'est une évidence. On a un taux hors complication, et ça c'est important de ne pas l'oublier, qui est de 1 à 5%, de 5 à 10, etc. Donc une gradation qui est petite. Et à gauche, le retentissement. Et vous allez avoir des choses qui vous permettent de voir justement et de classer l'impact dans la vie quotidienne.
Je le dis pour le taux hors complication, parce que parfois on veut réduire en fait une échelle à une seule chose. Bien sûr, le taux hors complication, ça montre bien que c'est une base de raisonnement. C'est toujours la base de raisonnement de l'expert. Deuxième chose, le blessé médulaire, pardon. Vous allez avoir sur la gauche le tableau clinique. Après le niveau, en ASIA, on est bien d'accord, toute une description du retentissement, parce que c'est quand même ça le plus important, puisqu'on sait bien que au-delà du niveau, c'est bien le retentissement fonctionnel qui peut être variable, avec des propositions de taux, toujours, je le rappelle, hors complication. La même chose pour les troubles cognitifs, quelque chose de très intéressant, puisqu'on avait des grands chiffrages de 30 à 60%. On a toujours cette même présentation que je ne vais pas redétailler, mais vous allez voir, on passe de 5% à 5%. Bien sûr, il peut y avoir des chevauchements dans les raisonnements et on va procéder par raisonnement, voir ce qui croise entre deux tableaux cliniques éventuellement. Deuxième grande évolution, la psychiatrie. La psychiatrie, on a une modification des classifications puisqu'on ne parle plus de névrose traumatique, mais bien de troubles de stress post-traumatique. Il faut tenir compte de deux choses, la CIM-11 et le DSM-5. Il faut savoir même qu'entre l'article initial et la publication, il y a eu des mises à jour pour tenir compte de ça. Il y a des échelles de dépression qui sont intégrées. Il y a des propositions pour les troubles conversifs, c'est quelque chose qui n'était pas présent en 2001. Il y a l'ajout du deuil pathologique avec des propositions, puisque c'est une situation qu'on rencontrait peu, en vérité, maintenant. Et puis, il y a surtout de grandes évolutions du taux pour la dépression et le stress post-traumatique avec des segmentations qui permettent justement à la fois de rendre compte des nouvelles situations cliniques, mais aussi d'évolution des pratiques, parce qu'il faut reconnaître que les taux, et en général, étaient maintenant dépassés par la plupart des sapiteurs, et donc il fallait en tenir compte. Puisque en 2001, par exemple, on avait pour la névrose traumatique exceptionnellement jusque 20%. Vous voyez qu'il y avait 3 items finalement. On en a 6 en dessous, avec beaucoup plus de descriptions, et puis un taux maximal qui augmente de 20 à 30%. Bien évidemment, c'est une proposition. Là encore, il faut le rappeler. La même chose pour la dépression, qui est peut-être plus rencontrée, les troubles dépressifs et l'humeur, notamment en assurance de personnes. Et on va avoir des taux qui vont être segmentés. Là encore, on avait un seul item, on en a 4. On avait un item maximum jusqu'à 20. Et là, on a quelque chose qui peut aller jusqu'à 30. La rhumatologie, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle discipline. Les critères, ils sont rarement réunis, nous dit-on, pour le rhumatisme chronique, mais pour autant, on a d'autres situations en RC médical ou en assurance de personnes avec des taux qui sont proposés et les échelles récentes qui tiennent compte, évidemment, et vous pouvez le lire dans le chapitre, de tout l'impact dans la vie quotidienne. Alors, il y a eu une controverse, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas une révolution. C'est une évolution, c'est mise à jour. Il y a eu beaucoup de controverses, parfois même avant que les barèmes aient été disponibles, puisque l'éditeur a mis un peu de temps à les imprimer, et certains n'avaient pas encore lu en vérité le barème. Il y a probablement beaucoup moins de débats maintenant qui sont dans les cabinets. On l'a dit, il y a une version simplifiée qui est envisagée, et c'est l'occasion de faire des corrections. J'ai vu passer des remarques et elles peuvent être envoyées à l'éditeur, puisque comme tout recueil d'articles et comme toute discussion scientifique, c'est bien la mise en pratique sur le terrain qui permettra de voir ce qui manque. Il y a déjà eu des correctifs qui ont été proposés et il ne faut pas hésiter à faire des retours s'il manque des pathologies ou s'il y a des choses qui paraissent inadaptées ou peu claires. Alors, il y a une contestation de certaines sociétés savantes, vous l'avez vu. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est qu'en vérité, il y a 2, peut-être même 3 barèmes si on va sur le plus ancien, mais disons 2 barèmes qui restent sur le terrain. Il y a un barème du concours médical avec une liste d'auteurs et pas de société savante. Il y a un barème EXA qui associe des médecins de la Société de médecine légale et des médecins de l'ANAMEVA, sans citer non plus le nom des auteurs. Et donc, il n'est pas tout à fait illogique que la forme qui existait sur le précédent lors du toilettage, elle reste. La deuxième chose, c'est qu'il y a des acteurs qui ont été invités. Je vous l'ai dit, certains ont refusé, ils ont le droit, mais tous les acteurs auxquels a été proposé n'ont pas participé et ils ont été invités à titre personnel et pas au titre des sociétés savantes. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais on ne peut pas dire que les sociétés savantes n'étaient pas au courant.
au travers de ces contributeurs. Ensuite, il y a une vraie erreur de communication qui est tout à fait exacte sur le caractère officiel du barème. C'est bien le barème de 2001 qui avait un caractère officiel, mais il est évident qu'un barème de 2025 ne peut pas être considéré comme la référence d'une loi de 2002 ou 2003. William nous l'a dit, j'avoue que j'ai oublié l'année. C'est évident que ça ne peut pas être rétrospectif. Alors, il y a des taux qui baissent. Alors, on va d'abord rappeler ceux qui montent, hein, je vous l'ai parlé. Pour l'essentiel, ils sont proches, similaires. Il y a quelques cas en ORL, il y a beaucoup plus de situations en vérité qui sont traitées. Il y a des situations qui n'existaient pas, qui ont été rajoutées. Il y a quelques taux qui ont été modifiés sur des particularités de spécialistes en vérité qu'on ne connaît pas, puisque là, c'est vraiment de l'ORL pur. Il y a quelques cas de la gastroentérologie, hein. J'ai vu une question. Alors effectivement, la gastroentérologie, c'est peut-être celui où il y a des chiffres qui baissent. Et la question avait été posée à l'auteur, hein, lors enfin, aux auteurs de dire finalement pourquoi. Et il nous avait expliqué que c'était une modification en fait spectaculaire qui considérait de leur pratique, notamment des techniques de traitement endoscopique et des médicaments dont ils disposaient, mais également de la prévention des troubles nutritionnels avant et après en chirurgie et de la manière dont c'était traité, pris en compte, suivi actuellement dans leur pratique. Et les auteurs ont répondu à cette objection. Bien sûr, comme je l'ai dit, s'il y a d'autres spécialistes qui, dans leur domaine de compétences, identifient des questions sur le terrain, qu'ils n'hésitent pas à le faire passer à la revue. Bien évidemment, c'est intéressant. Alors la vraie question en fait de tout ça, parce qu'on parle de l'outil, William a rappelé l'historique. La vraie question c'est, est-ce que le DFP est différent de l'AIPP? En d'autres termes, est-ce que l'AIPP finalement oublie les 3 composantes? La définition de l'AIPP, elle existait, hein, dès le premier barème et bien évidemment, elle a été au cœur des réflexions sur, son toilettage. On donne un exemple très simple, si, on devait prendre uniquement l'aspect fonctionnel, je prends l'exemple de la cécité qu'on connaît tous. Dans le barème, c'est 85. On ne peut pas considérer que si on prenait uniquement la notion de fonction, on ne peut pas considérer que la vue, c'est 85 fonctions du corps humain. Si vous prenez le barème EXA et que vous voyez la liste des fonctions, vous allez avoir la fonction de préhension, vous allez avoir la fonction de marche, vous allez avoir la fonction digestive, la fonction cardio-pulmonaire, la fonction urinaire, la pensée, bien sûr, la fonction intellectuelle, euh, la psyché, les sens, etc. Bien évidemment, la vue, ça n'est pas 85 des fonctions du corps humain. Mais par contre, il est évident qu'être aveugle, surtout bien sûr sur une cécité acquise, a un impact majeur dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que ce taux, par exemple, est très élevé. Il est évident que si on devait retirer l'impact de la vision, le chiffre serait beaucoup, beaucoup plus bas. Il y a une erreur à reconnaître, c'est que nous, souvent, médecins, on ne motive pas nos décisions. C'est vrai que en judiciaire, on peut être cassé, les magistrats peuvent être cassés dans leurs décisions parce qu'elle n'est pas suffisamment motivée. Et ce qu'on se rend compte, c'est que on n'explique pas assez, et c'est tout cet objet de pédagogie de la mission, on n'explique pas assez quelles sont les 3 composantes et comment on en a tenu compte. Et c'est ça qu'il faut qu'on améliore dans nos rapports, et c'est pour ça qu'il y a cet outil. Mais allons plus loin, si demain, on ne s'intéressait plus à l'impact dans la vie quotidienne. On nous disait, nous, les médecins, on n'est plus capable de le faire. En vérité, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Eh bien, je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que si on prend l'exemple de la cécité, les taux vont être différents, mais la gestion va être différente aussi. Il faudra que des gens mesurent l'impact dans la vie quotidienne, si ce n'est plus nous. Et puis, quelle égalité de traitement pour les victimes, puisque c'est plus nous qui allons le faire. Il faudra que quelqu'un à distance, peut-être, décide si telle ou telle vie mérite plus parce qu'elle est plus handicapée. En fait, c'est plus gênant pour ces gens-là. Il y a peut-être des vies qui vaudront plus qu'une autre, je ne sais pas. Et puis, il y a l'individualisation de nos postes, puisque c'est la question. Elle passe pas que par la IPP. En fait, l'impact sur la vie des gens, bien sûr, il y a l'agrément, il y a le professionnel, mais il y a les autres postes sur la vie quotidienne. Il y a l'adaptation du logement, il y a les aides techniques qu'on va mettre en place, les aides quotidiennes, la tierce personne qui va être mise en place. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'aide humaine. En fait, dans la nomenclature d'Intiac, il est rappelé que lorsqu'il y a un impact dans l'autonomie, ça peut en tenir compte. Donc oui, on en tient compte lorsque c'est quelqu'un qui va pouvoir être autonome, mais qui va avoir plus de difficultés. Si vous faut 2 heures pour vous laver, vous habiller, vous n'aurez peut-être pas une tierce personne, mais ça aura un impact majeur dans la vie quotidienne. Et oui, on en tiendra compte à ce titre. Bien sûr, si
la personne ne peut pas pourvoir à ses besoins, eh bien, ce sera une tierce personne. Mais il n'y a pas de trou dans la raquette, ça avait été pensé dès le début par les auteurs. Alors, nous, ce qu'on peut conseiller en débat, si on pose la question, on a fait cette présentation peut-être dans plusieurs endroits, et il y a en vérité assez peu de débats sur le terrain, peut-être vous en avez, en tout cas sur la nature du barème. Qu'on débatte du taux d'AIPP, c'est très bien. On peut déjà rappeler que le barème, il est indicatif, c'est l'analyse de l'expert qui compte, et il a le choix de ses outils médicaux. Il peut se servir du barème 2001, du 2025, du barème EXA s'il le veut, ou s'en extraire même s'il le souhaite. Du moment qu'il justifie sa position, il n'y a pas de difficulté. Oui, le barème n'est pas opposable. On ne peut pas opposer le barème. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à aucun expert, bien sûr. On peut proposer de composer à l'ancien barème, de comparer à l'ancien barème, et on verra que c'est rarement favorable à la victime. Et puis, si le débat concerne l'éclatement du DFP, William l'a rappelé, pour l'instant, la jurisprudence ne l'a pas consacré, ni même la nomenclature normaine, ni même les derniers articles de Benoît Mornay. Donc, on peut rappeler la seule chose, notamment quand on est assistant, c'est la nécessité de bien expliquer, et dans nos rapports, ces trois composantes, comment on en a tenu compte, et de le mettre dans son argumentaire. Ensuite, ce sera aux juristes de décider s'ils veulent faire, comment ils veulent faire en fait le règlement de ce poste. Donc, si on retient ce barème, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Il intègre les différentes composantes de l'AIPP, de la bibliographie. Il est indicatif, je crois qu'on l'a dit de nombreuses fois maintenant. Et puis, surtout, il est évolutif. Et donc, n'hésitez pas à faire des retours sur les anomalies ou les choses que vous voudriez voir précisées dans vos domaines de spécialité et de compétences. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, docteur, vous avez répondu aux questions au fur et à mesure. Donc, pour les participants, n'hésitez pas à continuer les échanges et à poser vos questions. Moi, j'avais peut-être une petite question pour Pierre-Alexandre. Est-ce que nous, il y a des consignes particulières à passer à notre réseau de médecins? Est-ce qu'on peut partager avec eux? On ne peut pas donner de consignes particulières dans le sens où le barème doit être utilisé comme un guide. D'ailleurs, certains emploient le terme de guide barème. Moi, je le vois surtout comme un outil permettant de donner des références. Et j'aime beaucoup la phrase qu'on trouve dans le barème qui dit que l'AIPP se voit plus comme une combinaison raisonnée de divers taux plutôt qu'une simple addition, comme voudraient l'entendre certains recours parfois. Et justement, c'est en ça que c'est un outil qui est très utile, et notamment au niveau neurologique, le fait d'avoir beaucoup plus de paliers et qui sont bien plus détaillés que dans la précédente édition. Là, je trouve qu'il est vraiment d'une aide particulière. Mais c'est un outil et un guide, mais on ne peut pas donner une consigne en disant voilà, tel taux ne peut pas être atteint ou autre. Enfin, voilà. Mais ça doit être un outil qui incite à la réflexion et à l'argumentation. C'est-à-dire que si on choisit de ne pas suivre le barème à la lettre, il faut aussi que le lecteur du rapport puisse le comprendre. Et c'est en ça, on va dire, que si on avait une consigne à donner, ça serait de vraiment détailler les éléments qui ont été pris en compte dans l'évaluation de l'AIPP. Voilà. Donc effectivement, pour nos médecins conseils qui rédigent les rapports dans le cadre des expertises AMI, à bien penser, à bien détailler les trois composantes, comme on disait, du DFP. Et puis pour ceux qui sont en assistance, est-ce qu'ils peuvent insister auprès de l'expert pour dire de bien détailler comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre cette équation délicate des trois composantes? C'est évident, je crois qu'il faut, il faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de poser cette question à l'expert, parce que on sait que c'est une question qui va se poser à un autre moment. Finalement, quand on lit les articles, le magistrat, il va se poser cette question. En fait, c'est lui qui doit aussi savoir comment l'expert judiciaire, il l'a intégré. Donc, c'est important, effectivement, de demander à l'expert de bien rappeler en fait que dans son taux, il a tenu compte de la limitation fonctionnelle,
des douleurs et de l'impact de la vie réelle de la victime et de mettre quelques mots, de lui dire une ou deux phrases. Alors, ils n'ont pas toujours envie parce qu'ils ne comprennent pas toujours ce débat et ils ont peur finalement d'être en difficulté. C'est simplement de dire que oui, 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 vous en avez bien tenu compte et c'est important de le rappeler par une seule phrase ou deux phrases, bien sûr. Ce qu'il faut éviter, peut-être, c'est les phrases génériques. Parce que quand on fait une phrase générique en disant la IPP a tenu compte de... et on met un taux, en vérité, déjà, oui, on sait que c'est une phrase copier-coller et donc on individualise déjà plus en fait. Alors, c'est un premier pas, mais l'idéal, c'est quand même de donner des détails personnels, bien sûr. Après, je pense qu'aussi, il est important de rappeler que les 3 composantes sont incluses dans les exemples proposés par le barème. Je pense que ça, c'est vraiment primordial parce que souvent, en expertise, on se voit opposer que le barème ne tient compte que de la limitation fonctionnelle. C'est pour ça qu'il ne parle que des angles. Je pense que c'est important qu'il faut de rappeler justement que oui, il tient compte des éléments factuels et purement mathématiques, mais les taux donnés tiennent compte des 3 composantes, c'est-à-dire des répercussions habituellement constatées dans la vie de tous les jours. Tu as parfaitement raison, Pierre-Alexandre, c'est exactement ce que les gens oublient, c'est que ça tient compte, c'est comme les souffrances endurées, comme le DFP, en fait ça tient compte de l'atteinte moyenne, classique, c'est le processus d'harmonisation et d'égalisation que William a décrit. Et au-dessus de ça, on peut moduler, bien sûr, mais ça tient compte de la version moyenne. C'est tellement vrai que ça a été repris en partie par un médecin de recours dans un article récent. Il n'a pas dit que ça, mais au milieu, il l'a dit. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, effectivement, peut-être, alors on en avait discuté avec nous, entre nous, Pierre-Alexandre, mais peut-être que ça vaut la peine de partager avec nous, avec nos médecins conseils, c'est est-ce qu'il faut citer ces sources entre guillemets, c'est-à-dire faire référence en disant sur quel barème je me base pour coter tel ou tel déficit, enfin quels sont nos conseils, nos préconisations. Alors, moi, personnellement, je ne rentre pas dans le détail. Je peux discuter au moment de l'expertise, effectivement, ben voilà, dans tel barème, on voit telle tranche, mais il faut rester sur l'individualisation du taux. Et donc, il faut s'affranchir d'une référence stricte, à mon avis, à tout barème. Le barème est là pour donner un ordre d'idées, certains paliers importants, comme le rappelait Bertrand, pardon, le taux de 25% qui est très important pour nous à Reliance, certains taux seuils. Moi, je sais que j'aime bien me référer, par exemple, à l'amputation de jambes qui me permet d'avoir une idée assez précise de ce que représente 30%, le 50%. Donc, ça permet d'avoir ça. Et là-dessus, les 3 barèmes classiques dont on dispose là à l'heure actuelle, en incluant l'ancien barème de 2003, il n'y a pas de différence majeure. Je crois que c'est exactement ce que rappelait Bertrand. Oui, il va y avoir 10% de différence sur la psyché, mais on reste dans les répercussions de l'ordre de l'exceptionnel quand on arrive à 30% de psy. Donc, finalement, on ne révolutionne pas les choses avec ce barème et on ne devrait pas avoir de grands accrochages en expertise parce que tel expert veut utiliser tel barème et tel autre un barème différent. Je pense que par l'argumentation, on doit quand même réussir à s'approcher tous à peu près de la vérité. Je vous propose qu'on finisse sur cette note. Je vais demander à Mélanie de lancer le petit sondage de fin pour recueillir vos réactions à chaud. Donc n'hésitez pas à répondre, nous ça nous fait aussi réfléchir sur la meilleure façon le meilleur contenu à vous proposer. Je tenais vraiment à remercier donc nos participants qui ont répondu présents, pour la qualité aussi de leurs interventions et sur un sujet qui est d'actualité et qui vous concerne de près. Donc merci à vous. Merci à Pierre-Alexandre de m'avoir accompagné.
sur cette édition. Merci à Mélanie aussi, que vous ne voyez pas, mais qui a géré toute la partie technique et qui a pu répondre aux questions de connexion notamment. Donc pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous pourrez accéder donc à l'intégralité de ce webinaire en replay. Également pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter, se joindre à nous aujourd'hui. Vous aurez également le support qui vient de vous être présenté. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle fin de journée. Nous nous retrouverons pour une prochaine édition du webinaire au printemps. La date n'est pas encore fixée. Je reviendrai vers vous pour vous l'indiquer. Et puis, d'ici là, moi, je reste à votre disposition. Vous savez voilà, où me trouver si vous avez besoin de me contacter.